Vous allez écouter Casserole. Mais avant, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. C'est le leader suédois de l'énergie, un fournisseur d'électricité responsable qui a pour objectif une vie sans carbone d'ici une génération. Grâce à eux, vous pouvez déjà cuire au four vos pommes de terre Hasselback, une très bonne recette suédoise, avec une énergie neutre en carbone. God appetit, c'est comme ça qu'on dit bon appétit en suédois, avec un accent français. Bienvenue dans ce 5e épisode de Casserole passe à table, l'émission où l'on se pose des questions existentielles sur la bouffe. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi la nourriture chinoise est si méconnue en France. Nous allons nous questionner sur les clichés autour de cette cuisine. Pourquoi avons-nous parfois l'impression de retrouver les mêmes plats chez les traiteurs chinois? Pourquoi parlons-nous de nourriture asiatique, ce qui serait aussi absurde que de parler de nourriture européenne? Pourquoi beaucoup de Français ont des préjugés sur cette cuisine, qui serait forcément peu chère, rendrait malade ou qui contiendrait des ingrédients étranges, ou encore qui serait bourré de glutamate? On va essayer avec mes invités de déconstruire ces clichés et on va bien sûr aussi parler de la richesse de cette cuisine, différente de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Je suis avec Grace Lee, que Bonjour. Vous connaissez bien chez Binge Audio, car elle anime l'émission Kif Taras avec Rokhaya Diallo. Grace Lee vient aussi de sortir son premier roman, Jeune fille modèle, dont l'action, ça tombe bien, se passe essentiellement dans un restaurant chinois, l'Extrême-Orient, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle est également l'auteure du très bon blog La Petite Banane, une pépite qui recense les meilleures adresses de restos chinois à Paris et qui déconstruit aussi quelques clichés. Ça va, la bio, elle est longue là. Merci Zazie, c'est super. Attachée de presse. Et nous avons aussi avec nous, une fois n'est pas coutume, une deuxième invitée, Eliane Chung, que les Instagrammeurs connaissent mieux sous le nom de Mingu Mango. Eliane croque la vie des restaurants à travers ses dessins. Elle est aussi l'auteure du superbe livre À la table d'une famille chinoise, qui raconte l'histoire de sa famille et qui donne quelques recettes. Salut Eliane. Bonjour. Et enfin, Céline Maguet, notre chroniqueuse vin, qui va nous parler ici de la production du vin en Chine et qui va essayer de faire des accords avec quelques plats qu'elle a ramenés. Bonjour Zazie. Salut Céline. Alors Grace et Eliane, quand j'ai préparé l'émission, j'ai lu et j'ai écouté pas mal de choses sur vous et j'ai l'impression que vous avez pas mal de points communs. Vous êtes toutes les deux nées en France de parents chinois. Toi, Grace, des Chinois du Cambodge et toi, Eliane, des Chinois de Chine. Oui. Ton père de Laowei, c'est dans la province du Jiangsu. Alors, oui. Tu vas pouvoir me reprendre quand je prononce les mots chinois. Non, c'est bien. Et ta mère de Hong Kong. Oui. Et toutes les deux, vos parents tenaient des restaurants chinois en France. Je me demande quel est votre premier souvenir à chacune, ou en tout cas un souvenir d'un plat chinois qui a marqué votre enfance. Alors moi, le plat que je mange, d'ailleurs que mes enfants mangent, c'est le riz avec le magi-magi. Donc ça, c'est la base de la base. Ça veut dire que tu prends du riz blanc, vapeur, cuit à l'autocuiseur, et tu rajoutes ces trucs très chimiques. Alors on va parler de glutamate de sodium, ça tombe bien. Parce que moi j'adore le magi-magi, je peux mettre toute la bouteille dans le riz. Hein. Je pense que voilà, je sais pas si toi Eliane c'est quelque chose que tu apprécies, mais je mange bio, mais je mange du magi-magi. Et voilà. Nous pas du tout en fait, on n'a jamais eu ça dans nos cuisines. C'est vrai. Et donc toi, c'était vraiment le riz sauce magie, c'est ton souvenir d'enfance. Ah bah oui, parce que en Indochine, enfin l'ex-Indochine, c'était un mets, le magi-magi, ça venait de France, donc c'était quelque chose d'extrêmement cher et d'extrêmement luxueux. D'ailleurs, ça se retrouve aussi en Afrique. Je connais des personnes africaines qui mangent du riz avec du magi-magi. Donc, c'est un export français, peut-être. Ouais, moi, j'habite à la Goutte d'Or et il y a du magi-magi dans toutes les épiceries de mon quartier. Et toi, Eliane, t'as un souvenir d'enfance? Alors, un souvenir marquant qui est pas forcément un plat que je mange beaucoup. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, d'ailleurs. Ça serait la salade de méduse. D'accord. Voilà, c'était un plat qu'on mangeait plutôt lors des repas de fête. Et c'était très drôle parce que mon frère, ma sœur et moi on mangeait ça, donc tout petit, on savait pas du tout ce que c'était. Mes parents se gardaient bien de nous dire que c'était de la méduse. Et la texture nous rappelait des élastiques en fait. On avait l'impression de manger des élastiques. C'est un peu, on peut dire un peu gélatineux? C'est pas gélatineux, c'est assez ferme. C'est comme si on mangeait des élastiques. D'accord. Comme si tu mangeais un jouet en plastique. Ça pourrait ressembler un peu à du calamar, par exemple. Très Non, on dirait comme si mes enfants mangeaient le canard en plastique qui est dans la baignoire, tu vois ça. D'accord. Bah, voilà. Faut tester. Ou le slime, enfin pas le slime, mais tu sais les trucs anti-stress là. Oui, je vois. Ouais. C'est un peu ferme, mais faut mâcher, quoi. Ouais, je crois que j'en ai jamais mangé. Mais c'était plus la forme et puis la couleur et la texture qui nous faisaient penser à des élastiques. Et toi, Céline, t'as des souvenirs des premiers plats chinois que t'es mangé Ce qui est bien avec toi, c'est qu'à chaque fois, tu fais marcher ma mémoire.
Je dois me rappeler d'un traiteur obscur qui devait avoir pléthore de produits et qui devait probablement pas rendre justice à la gastronomie chinoise en face de mon lycée. Où on allait, parce que c'était pas très cher le midi. Tu mangeais quoi, un bœuf aux oignons? Je mangeais, non, parce que quand t'as 16 ans, tu fais attention à ta ligne. Donc je mangeais des rouleaux de printemps. Vraiment la base de la base, quoi. Moi, j'ai le souvenir aussi, c'était un traiteur chinois en face du collège. On avait le droit d'y aller de temps en temps avec ma mère. J'adorais y aller. Mais surtout, j'étais fascinée par les assiettes chinoises qu'ils vendaient. Et c'était mon rêve. Je me disais, quand j'aurais de l'argent plus grande, j'achèterais une assiette comme ça. En mélamine rouge, là? Ouais. Tu l'as fait ou pas? Non, jamais. Faudrait que je le fasse pour rendre hommage à l'enfant que j'étais. Mais on mangeait, j'ai demandé à ma mère si elle se rappelait ce qu'on mangeait. Elle me disait, des nems, des nouilles sautées, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette image un peu des traiteurs chinois avec toujours la même carte de restaurant et des plats qui sont pas forcément chinois, parce que les nems, par exemple, c'est vietnamien. Alors que la Chine est un pays immense avec une gastronomie super riche. Et ça, comment on peut expliquer que pour beaucoup de Français, la gastronomie chinoise, ce soit les nems et les nouilles sautées? Alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Alors c'est peut-être pas quelque chose d'historique ni rien, mais les communautés asiatiques en France, elles se sont construites en grande partie à partir des années 70, enfin après les guerres de décolonisation de l'Indochine. Enfin moi je dis décolonisation, mais en fait c'est des guerres civiles finalement, que ce soit le Cambodge, le Vietnam ou le Laos. Et donc la plupart des gens qui sont venus en France grâce aux passerelles qui existaient à l'époque, donc c'était la Croix-Rouge, c'était toutes ces associations caritatives qui ont œuvré dans les camps de réfugiés pour faire venir les gens sous le nom Boat People, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. C'était souvent des Chinois ou bien des personnes laotiennes, vietnamiennes, cambodgiennes, mais qui ont vécu dans un espèce de melting pot culturel dans ces ex-colonies françaises. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils sont chinois du Cambodge, donc ils sont à la fois chinois, à la fois cambodgiens, et ils mangent aussi beaucoup de bobo, de ban kun ou des produits viet, parce que c'est très proche de la frontière vietnamienne. Il y a, 12 heures de bus entre Siem Reap et la frontière viet, donc il y a énormément de porosité entre les cultures. Donc les Cambodgiens, ils pensent que le ban kun c'est un plat national, par exemple. Et donc du coup, tout ça, c'est venu en France d'un seul coup. Et la restauration, alors moi, mes parents, ils étaient pas du tout, c'était pas du tout des restaurateurs. Mon père venait d'une famille assez bourgeoise. Je pense qu'il avait jamais touché une spatule en bois de sa life. Donc quand ils sont venus en France et qu'ils ont ouvert un restaurant, c'était pas parce qu'ils avaient envie de militer pour un bien manger, des Français. Non, c'était parce qu'ils étaient en mode survie et que la première chose que tu fais quand tu es à l'étranger, c'est que tu essayes de raccrocher à ce que tu sais faire, donc ta culture et donc la bouffe. Ouais. Et donc c'est pour ça que pas mal de personnes immigrées commencent par ce biais-là, c'est-à-dire que elles travaillent dans un restaurant parce que c'est là où on t'embauche pour des qualités intrinsèques que tu peux avoir, c'est-à-dire t'as le faciès, donc peut-être que tu sais faire le riz cantonais, et du coup après tu tiens un restaurant quand t'as l'argent, pour le faire, etc. Et du coup ça c'est une porte d'entrée en fait vers un statut économique stable. Oui, c'est pas forcément le premier choix d'ouvrir un restaurant. Et c'est ce que dit Yu Zhu, l'auteur de La baguette et la fourchette. Il dit effectivement que la plupart des restaurants chinois n'étaient pas tenus par des professionnels, que pour les immigrés, c'était un moyen de survivre et que la rentabilité était une priorité. Et donc, ils pouvaient pas se permettre de faire une cuisine différente, de trouver les mêmes ingrédients qu'en Chine, que c'est les contraintes économiques qui les obligeaient à s'approvisionner aussi chez les industriels. Toi, Hélène, t'as le souvenir de ce que tes parents faisaient dans leur restaurant chinois, de ce qu'ils cuisinaient? Oui. D'ailleurs, une partie des recettes est dans mon livre. Mes parents sont plutôt de la Chine du Sud, ils cuisinaient des plats de leur région. Il pouvait y avoir un petit peu de mélange, par exemple, le mapo tofu, c'est pas du tout de notre région, mais bon voilà, c'est un plat qui s'est tellement répandu partout en Chine et en Asie. C'est Sichuanais, c'est pas du tout notre région. Qu'est-ce que c'est le mapo tofu exactement? J'en ai mangé un récemment grâce à Grace, qui m'a fait goûter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Donc c'est un plat du Sichuan qui est composé de tofu et de viande hachée. C'est en théorie très pimenté. Et c'est super bon, et ça a une consistance aussi qu'on n'est pas forcément habitué à manger en tant que Français. Ça comporte du tofu, oui, donc déjà, oui, c'est un obstacle.
Donc voilà, c'était des plats de leur région, quoi, que mon père, chef cuisinier, avait appris quand il était en Chine, quand il était. Parce que ton père, lui, il avait fait une école de cuisine à Hong Kong, alors, c'est ça? Ouais. Pour le coup, mon père et puis mon grand-père maternel étaient vraiment de cuisiniers de métier. Donc ils sont venus en France, ils savaient déjà. Mon grand-père, quand il est venu en France, il était déjà cuisinier, restaurateur. Et mon père, il venait de terminer son apprentissage de cuisinier. Et voilà, il s'est installé en France. Il est venu en France en sachant qu'il allait ouvrir certainement, ou travailler dans un restaurant en tout cas. Ah bah oui, puisque c'était la seule chose qu'il savait faire. Quand on parle de cuisine chinoise, en fait, souvent on n'en connaît qu'une infime partie. Et moi, je lisais le livre de Zhen Lunian, je crois que je le prononce mal. Zhen Lunian, qui s'appelle Le bonheur de la bouche, et qui dit peut-on parler de la cuisine chinoise? Non, la Chine est bien plus qu'un pays, c'est un continent à part entière sur le plan culturel, comme celui de l'art culinaire. Et il cite un dicton populaire qui résume les goûts des grandes régions chinoises: sucré au sud, salé au nord, acide à l'est et pimenté à l'ouest. Et c'est vrai que la Chine, en fait, ça fait 8 fois la... Enfin, ça fait 17 fois la taille de la France. 17 fois. Ouais. C'est immense. Ouais. Et je sais pas si vous avez voyagé un peu en Chine et l'autre, mais en fait, on trouve j'imagine des cuisines différentes, enfin vraiment qui n'ont rien à voir d'une région à une autre. Ah oui, bah moi je suis, mes parents sont chinois du Cambodge, ma mère est cantonaise et mon père est tétu, donc c'est deux régions de la Chine du Sud, de la région, de la région cantonaise, enfin on va dire. Et donc moi j'ai les trucs chinois que je connais, c'est des choses du Sud, mais quand je vais dans le Nord, bah c'est pour moi un autre. Enfin je ne me retrouve en rien. Enfin, je veux dire, les nouilles sont pas faites de la même manière parce que dans le Nord il y a du blé. Ils font pousser le blé beaucoup plus facilement que dans le Sud où il y a beaucoup plus de riz. Les goûts sont très différents. Voilà, c'est pour moi comme si je voyageais dans un autre pays pour le coup. Et en plus la langue, puisque on parle pas du tout la même langue. Enfin, t'imagines du nord au sud, c'est pas du tout les mêmes accents. Déjà, t'imagines entre déjà Lille et Marseille. Voilà. Donc, si tu prends Canton et dans le nord, Qingdao, je sais pas où. Enfin, s'ils parlent leur dialecte, enfin en tout cas avec l'accent du local, moi je ne comprends absolument rien. Mais vraiment, je suis une touriste, comme on dit. Et t'as un souvenir d'une des choses les plus étonnantes que t'aies goûté quand t'étais en Chine, que tu connaissais pas du tout avant de visiter le pays? Alors moi, par exemple, quand je suis allée à Pékin pour la première fois, j'ai été accueillie par ma tante, que j'avais une tante à Pékin, donc je connaissais pas. Et ma tante, elle est musulmane. Donc déjà moi j'ignorais que j'ignorais que les Chinois étaient pratiquants de la religion de l'islam. Donc faut savoir que c'est la deuxième. Depuis je sais que c'est la deuxième religion, voilà. Donc ma tante, elle évidemment ne mange pas de porc, donc elle prie en arabe et elle m'a emmenée dans des restaurants. Dans Pékin, des restaurants qui font de la cuisine, on dit ouïghour pour généraliser, mais bon, c'est de la cuisine halal avec beaucoup d'épices qui vient des régions de l'Ouest chinois, voilà. Avec beaucoup d'épices comme le cumin, etc., qui pour moi étaient des saveurs d'Afrique du Nord. C'est-à-dire que tu t'attendais pas à les retrouver dans la cuisine. Moi géographiquement j'étais un peu perdue parce que je me suis dit que j'ai une tante musulmane qui prie et du coup elle mange pas de porc. Déjà pour moi le porc c'était quelque chose d'hyper répandu, la viande la moins chère, la viande préparée la plus facilement, qui se conservait bien, etc. Donc là ça a chamboulé tous mes repères perso quoi. Ouais. Et Yu Zhu, le même auteur, il dit que toutes les régions de Chine sont représentées, enfin en tout cas de plus en plus en France, alors qu'au début, il y avait surtout des cantonais ou des ressortissants de pays chinois étrangers comme les habitants du Cambodge ou du Laos. Et ça, vous le sentez, vous, dans les restaurants en France ou à Paris, en tout cas, que la cuisine chinoise, elle est de plus en plus représentée, mieux représentée quand même? Ah oui, ça c'est assez frappant. Depuis quelques années, on voit beaucoup de nouveaux restaurants avec des cuisines régionales, du Sichuan, du Nord-Est. C'est de plus en plus varié, quoi. Et ça, c'est des jeunes chefs qui s'installent, peut-être de la deuxième génération, troisième génération, ou... Oui, il y en a des jeunes chefs. Je pense à des restaurants tenus par des trentenaires, qui sont là par vocation ou
Sinon, il y a aussi, je pense, toujours la même vague, les primo-arrivants, c'est-à-dire que dans les années 70, comme je te disais tout à l'heure, il y avait des vagues d'immigration qui venaient d'Asie, donc ces personnes-là sont installées en France, ont créé cette cuisine qu'on appelle cuisine chinoise, mais asiatique finalement, avec les nems, les samoussas, avec tout ce qui était considéré comme venant de l'Est. Et donc, tu posais la question tout à l'heure de dire oui, pourquoi est-ce que on pense que les nems sont les nems sont chinois alors qu'ils sont viettes, c'est que aussi il y avait une attente du public français. Donc ça, je pense que aujourd'hui, les Français et notamment les Parisiens sont de plus en plus prêts et ouverts à la différence, parce que bon, aussi ça fait 20 ans qu'on voyage, ça fait 20 ans que on a Internet, etc. Enfin, donc même plus. Enfin, je veux dire, de manière de masse, quoi. Et donc du coup on est tous un peu plus ouverts, c'est ça, on est plus aventureux dans nos goûts. Donc je pense que au début les gens allaient au traiteur chinois en se disant je vais absolument manger des nems parce que c'est comme ça que, et puis le traiteur il y a un mec qui lui demande une fois, deux fois, la troisième fois il fait les nems. Je veux dire, il va pas se poser la question de savoir est-ce que je vais faire une leçon de cuisine. Non, il dit tu veux des nems, je te fais des nems. Ils sont là aussi pour faire pour vivre. Ouais, mais ça t'en parles aussi dans ton livre. Donc ça se passe dans un restaurant chinois, donc ça permet aussi de voir tous les clichés un peu qu'il y a autour de cette cuisine chinoise, ce à quoi s'attendent en tout cas les clients qui y vont. C'est Chichi, l'héroïne du livre, qui a écrit: le produit phare de l'Extrême-Orient était sans conteste l'indétrônable riz cantonais. On ne le présente plus, les clients en redemandent. Grand-mère dit que le riz cantonais n'existe pas à Canton. Selon elle, c'est un plat made in France. C'est vrai qu'avec les ingrédients comme les carrés de jambon Herta ou les petits pois de chez Picard, il y avait de quoi classer notre établissement dans la catégorie bistrot traditionnel des pages jaunes. Pareil pour le potage pékinois qui n'a rien à voir avec Pékin, mais il fallait bien s'adapter. À notre table, il n'y avait pas de riz cantonais et à l'écart des clients, les crevettes étaient servies entières. Et ça m'amène à ces plats chinois qui sont, on peut dire, un peu francisés, qu'on mangerait pas forcément en Chine, ou en tout cas qui sont faits pour faire plaisir, je mets des guillemets, on les voit pas à la radio, à des clients occidentaux, français. Alors moi je pense que c'est des choses qu'on va dire qui sont facilement abordables par des palais qui ne sont pas avisés. Je pense que Eliane pourra parler mieux que moi du riz sauté, puisque enfin on appelle ça riz cantonais. Donc ça c'est un nom folklorique, c'est-à-dire que les gens venaient de Canton, donc on l'appelait riz cantonais. Mais en fait en chinois déjà ça se dit pas comme ça se dit riz sauté, tout simplement parce que c'est du riz dans un wok qui est sauté. Et il existe en Chine un riz qui s'apparente à ce riz-là, qui est le riz de Yangzhou. Enfin je crois que la recette est dans ton livre aussi, non? Non. Ah, pas celui-là, pardon. Non. Donc c'est un riz avec du jambon de Tsinghua ou avec des recettes, enfin des produits locaux finalement, qui n'existaient pas en France quand les personnes ont recréé ce plat-là. Et donc ils ont utilisé ce qu'ils avaient à portée de main, donc ce qui se rassemble, enfin un légume vert, donc un petit pois parce que c'était peut-être la chose la plus facile et moins chère, etc. Et du jambon blanc, enfin qui était quelque chose d'accessible. Mais oui, effectivement, il existe des cuisines qui s'adaptent où qu'elles aillent. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils sont chinois du Cambodge. Il existe au Cambodge une cuisine spécifique aux Chinois du Cambodge. C'est-à-dire que vous allez en Chine, vous ne la retrouvez pas. Les Cambodgiens ne la mangent pas pareil. Et c'est d'ailleurs cette cuisine qui se retrouve dans le 13e arrondissement de Paris, puisque le 13e arrondissement de Paris a été créé par pas mal de personnes issues de cette communauté-là. Et donc, ce que vous mangez, en fait, dans le 13e de Paris, c'est Phnom Penh. Pour beaucoup. Et moi, je regardais un épisode d'Ugly Delicious, qui est une émission de Netflix de David Cheng. Donc, justement, il a fait un épisode qui s'appelle Fried Rice, qui est vachement bien. Et il raconte, lui aussi, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de plats chinois qui ont été inventés pour plaire aux Américains, dans des goûts, par exemple, très aigre-doux. Il parle notamment du poulet général Tao. Ouais. Et voilà. Chop suey, chop suey, ouais. Ils ont beaucoup de. Alors, les Asiatiques aux États-Unis ont également fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont importé des saveurs de leur contrée et les ont adaptées au palais, déjà aux produits et ensuite au palais, puisque d'ailleurs, par exemple, aigre-doux, c'est une saveur qui est plus du sud et même sud, voilà, c'est pas partout en Chine, c'est-à-dire que c'est des gens d'une région particulière. Et à la différence que je trouve que aux États-Unis, à part le poulet General Tso qui n'a aucun lien avec un général, aussi peu que le KFC avec le colonel Kentucky, les Américains ils ont moins
cette volonté de franciser les noms comme on fait en France, c'est-à-dire que vous voyez le fried rice, c'est fried rice, voilà. Ils ont pas mal ils appellent les pâtes les pastas par exemple, et souvent ils les appellent du nom des pâtes italiennes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une volonté de, alors je sais pas pourquoi, mais en France du coup on trouve un nom pour un peu pour tout, comme quand je parle du potage pékinois, qui en chinois se dit potage acide et pimenté. Soin de la tang. Donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. En plus c'est pas pékinois, c'est sichuanais. Donc du coup ça prête à confusion aussi, un petit peu de mal nommer les choses. Oui, c'est pour que ça aille plus vite dans la tête des gens. C'est-à-dire que ils voient un truc asiatique, ils se disent Pékin, c'est la seule ville que je connais. Ah ok d'accord, mais c'est comme mais il y a un chien qui s'appelle le pékinois. Je sais pas s'il est de Pékin lui. Mais je crois que ça commence à changer parce que, par exemple, les brioches vapeur, pendant longtemps, on a appelé ça brioche vapeur. Et puis maintenant, comme c'est devenu très à la mode, on utilise beaucoup plus facilement le terme pao. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que pao et puis et du coup maintenant même, je crois que les gens même les nouilles. Oui, la mienne, voilà, ils disent mienne pour ramen, voilà. Ouais. Donc on commence à se dire, parce que David Cheng dans le documentaire, il se demande si c'est les Chinois qui se sont en quelque sorte auto-censurés, qui se sont dit on va faire ces plats parce que ça plaît plus, qui n'ont pas osé. Il est autour d'une table, à un moment il est avec d'autres journalistes ou critiques chinois ou chefs chinois, et lui il est coréen d'ailleurs, je rappelle, et il dit est-ce que les blancs mangeraient cette nourriture chinoise, et il se demande en fait si lui ces goûts-là peuvent plaire aux blancs. Je sais pas, est-ce qu'il faut faire plus confiance parfois aux gens pour qu'ils aiment ces goûts-là, ou enfin. Alors moi, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est assez, ça dépend assez des gens, parce que tu vois, c'est toute la différence pour moi entre être touriste et être voyageur. Il y a des gens qui sont venus voir ce qu'ils sont venus voir, et même si tu leur montres autre chose, ils ne le verront pas. Et il y en a qui sont pas venus chercher quelque chose en particulier, ils sont là pour kiffer, et là, ils vont voir autre chose. Donc finalement, pour la bouffe, c'est pas, il y a des jours où t'as vraiment envie de manger quelque chose, et si c'est à côté, ça te déçoit. Et d'autres jours où, allez, je vais aller faire un tour, et puis je vais commander ce que le voisin d'à côté commande. Tout le monde ne fait pas ça, et tout le monde n'est pas capable, et tout le monde n'aime pas faire ça. Donc je pense que tout ça, c'est assez complexe comme question, mais en tout cas, de la part des personnes qui font cette cuisine-là, leur but à eux, c'est vraiment de tirer leur épingle du jeu. Donc il faut se dire que c'est des personnes qui sont qui sont pas en situation de te donner une leçon culinaire, pour le plaisir de donner une leçon. Là aujourd'hui, on parle de personnes, d'autres générations qui sont pas menacées ni au niveau des papiers, ni au niveau je veux dire, c'est voilà. Donc il y a deux niveaux de lecture de ce travail qu'ont fait ces migrants, et qui voilà, on peut pas trop leur demander, en tout cas. Oui. Et en France, il y a la Chinese Food Week qui existe depuis 4 ans. Et justement, je trouve que c'est une initiative qui est super. Peut-être tu peux en parler un peu, Grace. Je crois que tu as participé aux premières éditions. Ouais, j'ai eu la chance d'accompagner cette initiative pendant 3 saisons. Donc c'est une initiative qui a été créée par des jeunes d'une association franco-chinoise qui s'appelle l'Association des jeunes chinois de France, la JCF. Et ils sont très dynamiques. C'est des jeunes qui sont pour la plupart originaires de Guangzhou, qui est une région chinoise, mais il y a aussi d'autres personnes. Et donc, ils avaient la volonté de montrer autre chose que les sempiternels, plats qu'on connaît, et qui ne sont pas représentatifs de la cuisine chinoise, mais qui en font partie aussi. C'est pas une question, il n'y a pas de dénigrement. Ça fait partie, tout ça, c'est un tout. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi des restaurants ambassadeurs, donc pour que... alors, il y a eu plusieurs formules. Une fois, c'était les régions, c'est-à-dire que le lundi, c'était Sichuan, le mardi, c'était Hunan, le mercredi, c'était... justement pour que les gens puissent venir. Et ce qui est bien, c'est que ils ont préparé les menus à l'avance, c'est-à-dire que le menu est préparé avec le restaurateur pour mettre en valeur les plats les plus emblématiques de sa cuisine régionale. Et du coup, les gens viennent mettre les pieds sous la table, et ils ne se posent pas la question de savoir oh là là, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais oser manger ça. Non, en fait, voilà, quand ils y sont, et ouais, c'est one stop. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très agréable pour beaucoup de gens parce que tu viens et tu découvres forcément des choses, puisque t'attends rien de la carte. Enfin, je veux dire, tu ne fais pas le choix. Donc, et donc ça se passe c'est la première semaine de juin chaque année. Aujourd'hui, j'espère qu'ils remettront le couvert l'année prochaine, pour proposer toujours des nouvelles adresses avec des animations et Bon, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. C'est un succès à chaque fois, c'est complet hyper vite et tout. Donc c'est chouette. Et pas. Bon, après, je sais que ça leur demande beaucoup de travail, et que c'est totalement bénévole.
Donc du coup, c'est vraiment une action culturelle pure, quoi. Et je voulais parler aussi donc des clichés qu'on a autour de la cuisine chinoise. Et un des clichés qu'on a, c'est que souvent il y a pas de vin dans les restaurants chinois, et on dit que la cuisine chinoise se marie pas forcément bien avec le vin, ce qui me semble un peu étonnant, parce que je pensais juste qu'il faut faire l'effort de trouver des bons accords. Et toi, Céline, tu nous as justement donc Céline, notre chroniqueuse vin, tu nous as justement ramené des plats chinois. Peut-être que tu vas nous présenter, et un vin qui doit se marier ou non. Tu vas nous expliquer pourquoi avec ces plats. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs contraintes quand on veut jouer l'accord. La première, c'est qu'il n'y a pas de cuisine chinoise, il n'y a que des cuisines régionales. On dirait même qu'il y a des cuisines selon les familles, donc c'est quand même très compliqué de jouer l'accord de manière générale. Ensuite, corrigez-moi si je me trompe, mais on amène souvent tous les plats d'un coup. On n'est pas forcément sur un plat, un vin, un plat, un vin. Donc forcément, si on doit jouer l'accord avec tous les plats présents sur table, hop, nouvelle contrainte. Et la dernière, c'est que, en effet, dans certains plats, en tout cas c'est l'image qu'on va s'en faire, il va y avoir de l'ail, du vinaigre, enfin des choses qui, en fait, terrassent les vins. Donc là, je vous ai ramené 3 plats originaires de la province de, je vais très mal le prononcer, mais probablement vous allez me reprendre, de Zhejiang. Ah, Zhejiang, ouais. Merci. Donc c'est situé sous Shanghai. Donc un radis blanc vinaigré, une palette de cochon mariné et un poulet blanc sauce ciboulette. Le radis blanc qui est là, c'est vraiment pour vous montrer que vinaigre et vin, c'est... Faut pas commencer par ça, alors. Zadie a déjà ça dans sa baguette. Donc, je vais le reposer. Mais tu peux essayer avec le vin, hein. Tu peux essayer, tu pourras confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Et en fait, là, je vais plutôt vous inviter à goûter le poulet blanc, sauce ciboulette et la palette de cochon. Et me dire si ça marche ou pas. Et pendant ce temps-là, moi, je vous parle du vin. Parce que dans les verres, on a l'orangeade d'Opidaki. C'est un 100% Grenache blanc qui est vinifié par Philippe Formentin, qui est vigneron dans l'Hérault. Il a du corps, ce Grenache, il a même de la mâche. En fait, Philippe presse directement les 2/3 de ses raisins, comme pour un vin blanc classique, et le tiers restant, il les fait macérer avec leur peau, ce qui donnera au vin une structure plus tannique. Dites-moi, ça fonctionne ? Alors, pour l'instant, il sent hyper bon, hein, le vin. On avait chacun une activité différente. Moi, j'ai commencé par manger le poulet. Grâce, elle a senti le vin avec un sourire béat. Et Liane, par contre, elle est j'ai commencé par manger aussi. Elle a commencé par manger aussi. Ça fait 20 minutes que les plats sont ouverts devant nous, que le vin est dans les verres et que personne n'y touche, donc forcément. Il est super bon, ce vin. Et ce poulet aussi, il est bien. Et alors, l'accord ? Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Après, on est sur une province, c'est des plats qui sont assez doux, il y aura pas de piment, il y a une présence d'ail très légère. Forcément, ça facilite l'accord, ça c'est sûr. Quand il y a du piment, on pourrait plutôt partir sur des rouges un peu plus du sud, plus chaleureux, voilà, pour tenir sur l'épice, enfin sur le côté pimenté. Moi, j'aime bien, c'est vraiment... moi, je suis nulle en... mais est-ce que ça fonctionne ? En accord. Non, mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que tu as l'impression que... Est-ce que le vin disparaît ou est-ce que le poulet disparaît ? Non, aucun des deux disparaît. Moi, je trouve que le vin porte le poulet. On peut dire ça ou pas ? C'est ça. Le vin porte le poulet. Ah, ouais. Voilà. Mission accomplie ? Très. C'est hyper bon. Et toi, Céline, alors oui, j'imagine que tu as déjà goûté pour voir si ça fonctionnait. Comment t'as eu cette idée ? Pour te dire la vérité, je suis donc allée dans un resto que j'aime beaucoup près de chez moi qui s'appelle le Mandarin de Belleville. Et je leur ai dit, voilà, donnez-moi 3 plats emblématiques de votre région. Puis ensuite, je suis allée à la cave de Belleville, une autre cave près de chez moi. Et alors que j'étais depuis 30 minutes devant ce mur de vin en train de me dire rouge léger, blanc d'Alsace, trop cliché, voilà, j'ai passé 20-30 minutes comme ça. J'ai croisé un restaurateur avec qui je m'entends très bien, qui tient le Cadoret, qui m'a dit, bon, te fais pas chier, prends l'orangeade, ça va marcher. Et voilà. Donc merci Louison, parce que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très bien. Mais un autre cliché qu'on a, ou en tout cas, souvent on retrouve des vins bordelais dans les restos chinois en France. Mais ce qu'on ignore, c'est que la Chine est aussi un grand producteur de vin. Énorme même. Oui, c'est vrai. Bon, déjà, en fait, il est vrai que les Chinois apprécient particulièrement le vin bordelais. Plus d'une centaine de châteaux dans le Bordelais sont passés sous contrôle chinois. C'est pas tant que ça sur les 8000 châteaux que compte la région. Et la Chine constitue le premier marché d'export en volume et en valeur des vins de Bordeaux. Un quart des vins de Bordeaux exportés partent en Chine. Donc ça, on en avait entendu parler. Mais ce qu'on sait pas, c'est que la Chine produit du vin.
Et du vin à l'image du Bordeaux, bien sûr. Car les cépages plantés en Chine proviennent du Bordelais, avec le Cabernet Sauvignon, grand gagnant, qui représente 60% du vignoble chinois, et qu'on retrouve aussi dans le Bordelais, suivi par le Carmenère et le Merlot. Donc 75% du vignoble chinois est planté de variétés bordelaises. Et ces vignes, elles n'existent pas en quantité anecdotique. Non. Elles existent en quantité pharaonique, à l'image du pays qui est un pays immense. Car la Chine, en fait, est le 2e producteur mondial en surface, devant la France, et le 7e producteur mondial en quantité de bouteilles. C'est dans le nord, de l'ouest à l'est, que se trouvent les vignes chinoises. J'ai toutes les régions, est-ce que je me risque à les annoncer ? C'est juste que le ZH, ça fait tche, c'est tout. Ok. Ah, non mais le reste, c'est facile. Alors j'ai Xinjiang, Ouais, c'est bon. Gansu, Ningguo, Pékin-Hebei, Hebei, ouais. Pékin-Hebei, Hebei. ok. Tianjin, et un peu dans le Yunnan au sud, c'est la seule exception. Et la plus importante de toutes, c'est Shandong, Ah ouais. Shandong. Shandong. Ouais. Shandong, au sud-ouest de Pékin, qui représente 60% du vignoble chinois. Et ça, c'est nouveau, cette agriculture du vin en Chine ? Alors pas vraiment. Si on remonte à 2000 ans, on retrouve déjà des traces de vignes en Chine. Mais la renaissance du vignoble, elle date des années 80. C'est l'arrivée de grands groupes de spiritueux venus s'associer avec des entreprises étatiques, donc des grands groupes de spiritueux européens, des grands groupes mondiaux, qui se sont associés avec des entreprises étatiques chinoises pour lancer des marques de vin de table. Et c'est cette association qui a relancé le vignoble chinois. La filière prend vraiment son essor dans les années 2000. De 95 à 2015, la Chine plante de nombreux pieds. Et elle rattrape son retard. En 2014, elle dépasse la France avec 816 000 hectares contre 789 000 en France. Et bizarrement, en termes de production, malgré sa surface, la Chine ne suit pas. La même année, elle produit 11 millions de litres contre 46 millions en France. Et c'est la faute au climat, car dans le nord de la Chine, les hivers sont rudes, allant jusqu'à moins 30 degrés. À moins 30 degrés, la vigne, elle survit pas. Le gel la tue. Donc la solution, c'est que juste avant le grand froid, les viticulteurs, ou disons plutôt les ouvriers viticoles, enterrent les vignes. Oui, vous avez bien entendu. Ils les enterrent, ils creusent des sillons et ils enterrent les pieds de vigne afin que le gel n'atteigne pas le pied. Et ces pieds fragilisés, puisque déplacés, produisent moins de raisins. Et quant au prix, le prix du vin en Chine n'a pas grand-chose à voir avec son coût de production. Parce que, par exemple, le château Sandgod, qui est un domaine connu en Chine, et qui joue beaucoup de sa notoriété pour maintenir des prix élevés, oscillant entre 30 € et 120 €. Parfois même 3 000 € pour leur cuvée spéciale JO 2008. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a de la piquette d'entrée de gamme ou des hauts de gamme. D'accord. Et est-ce qu'il y a du vin nature en Chine ? Ça, c'est un peu ton dada, Céline ? Disons qu'on va plutôt sortir l'artillerie lourde, en fait. Ce sont des gros groupes à la tête des domaines. Château Lafite Rothschild y est, Pernod Ricard, LVMH, ils sont tous associés à des entreprises chinoises. Disons que ce ne sont pas vraiment des vignerons paysans qui cultivent la vigne comme ils l'entendent. Désolée, j'ai la bouche pleine, est-ce qu'on peut trouver du vin chinois en France si on veut savoir le goût que ça a ? Alors 80% du vin produit en Chine ne traverse pas les frontières, il est consommé sur place. Je suppose donc que les 20% restants partent à l'export. Mais pour la France, je n'ai pas trouvé de chiffres et je n'ai pas trouvé de bouteilles. Pourtant, j'habite à Belleville et c'est un des 2 quartiers chinois de Paris. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, si les auditeurs savent où on peut trouver du vin chinois en France, qu'ils nous le disent. Je suis preneuse. Ça, on essayera. Et sinon, parmi les autres clichés qu'on a sur la cuisine chinoise, vous, Grace et Eliane, lesquels vous avez entendu peut-être le plus souvent, je sais pas, dans votre enfance ou Vas-y. Qu'on mange du chien, par exemple. Bon. Ouais, ça j'allais prendre celui-là, c'est un peu le plus classique. Il y a ce sketch horrible de Kev Adams et Gad Elmaleh là, où Kev Adams dit un restaurant qui a du chien, nan. Et oui, c'est des choses qu'on peut entendre quand on est en cours de récré enfant, etc. Et en fait, c'est un peu une façon de stigmatiser l'autre en pointant du doigt qu'il mange des choses bizarres ou dégoûtantes ou différentes. Toujours dans l'émission de David Chung sur Netflix, il ressort un article du New Yorker de 1er août 1883, du New Yorker ou du New York Times, ce que je vérifie, et dont le titre est Les Chinois mangent-ils des rats ? Donc il y a des histoires de légendes urbaines, de carcasses, de chats retrouvés dans les poubelles, etc. En fait, c'est une façon aussi de stigmatiser les étrangers. Ouais, je pense que là, il y a un mélange de racisme et de classisme. C'est-à-dire que, déjà, quand vous avez faim, vous mangez tout. Vous n'allez pas vous faire la fine bouche sur ce que vous mangez. Donc, je pense que les rats, ça se mange en temps de guerre par des gens très, très, très bien sous tout rapport. Donc, il n'y a pas de mal à manger quand on a faim.
La famille de mes parents, ils ont subi donc des tragédies comme le génocide de Khmer Rouge, et donc ils me disaient qu'ils mangeaient des trucs horribles que moi je trouvais horribles, comme des insectes, comme voilà des choses qui quand on vit bien et qu'on n'a jamais eu faim, et ben on se dit putain jamais je mangerai ça, hein. Et que en fait quand t'as la dalle, et ben tu vois. Bon, donc déjà ça il faut se dire que, et donc cette image, moi j'ai mangé du chien en Chine et c'est un mets luxueux, c'est-à-dire que c'est quelque chose de alors c'est pas le caniche de la dame d'à côté qu'on mange, hein. C'est certaines espèces de chiens qui sont élevés pour être mangés, comme on mange certains chevaux en France. Voilà, ou vous savez, les lapins. Voilà, les Japonais quand ils viennent en France, ils sont effarés à l'idée qu'on mange des lapins, parce que pour eux c'est mignon, c'est kawaii. Enfin je sais pas, enfin ils vouent une grande fascination pour les lapins, et donc quand ils voient un lapin de Garenne dans un plat tiré à 4 épingles chez le boucher, ça les rend fous. Donc je pense qu'il y a une question de perception qu'il faut remettre, et donc il faut aussi parler du festival de viande canine Yulin, qui est très décrié en Chine, et qui d'ailleurs c'est la plupart des personnes qui dénoncent les pratiques sont des Chinois. Il y a des organisations chinoises qui le font, donc ce n'est pas quelque chose que les gens pratiquent de manière très répandue. Et c'est le fait d'une minorité, et qui du coup s'étend à la majorité des Chinois et asiatiques du coup en France. Oui, c'est ce que dit l'auteur Zheng Lunian dans son livre Le bonheur de la bouche, c'est que aussi la Chine a été victime de famines récurrentes. Donc il écrit nos ancêtres ont dû goûter à toutes les espèces des règnes animales et végétales qui passaient à leur portée, végétaux de toutes les couleurs, oiseaux de tous les plumages, poissons de toutes les eaux, animaux de tout acabit, carnivores, herbivores, mammifères, gros et petits, reptiles, insectes. Et ce qui est assez fascinant, moi je trouve, dans la cuisine chinoise, c'est justement qu'on peut cuisiner de tout, mais même des tiges de légumes, ce qui est très à la mode chez les chefs français, par exemple, de tout cuisiner le produit en entier. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en fait en Chine depuis toujours. J'ai l'impression de cuisiner le produit en entier. Oui, je pense que, comme tu dis, il y a eu des vagues de famines qui ont traversé les régimes politiques chinois, et donc les personnes la cuisine des régions s'est adaptée à ces vagues de nécessité. Et par exemple, moi je te prends par exemple quelque chose comme le lotus. Qui est quelque chose qui pousse un peu partout. Tout se mange, c'est-à-dire que tu prends de la plante, des racines, donc la racine de lotus, ça se mange. La fleur, c'est à la fois quelque chose de décoratif, la feuille t'en fait quelque chose, enfin tout est utilisé, rien ne se gâche, et c'est comme ça pour tout, c'est-à-dire que les personnes mettent un point d'honneur à ne rien gâcher dans la confection d'un repas. À savoir utiliser le plat, enfin l'ingrédient en entier, mais ce qui est très à la mode aussi dans la cuisine actuelle, zéro gâchis, etc. Et il y a un autre cliché qui est assez courant, c'est qu'on est malade on tombe facilement malade quand on va au resto chinois. Et pareil, encore dans cet épisode, j'arrête pas de m'y référer parce qu'il était vraiment super bien. Il y a une journaliste qui se demande en fait si on a peur de la nourriture quand on va dans un resto chinois, ou si en fait on a peur des gens. Donc elle explique justement parce qu'elle explique qu'on tombe pas plus malade en fait statistiquement en allant dans un resto chinois que allant dans une mauvaise brasserie, ou ça peut arriver de tomber malade en allant au resto, mais pourtant c'est un cliché qui peut coller à la peau des restaurants chinois, alors que factuellement il est pas du tout il est pas vérifié, enfin c'est faux, il y a pas des chiffres qui le prouvent. Ça, je sais pas si vous, c'est des clichés que vous avez entendus, ce que vous en pensez. Moi, on me dit souvent, je connais un bon restaurant, mais attends, c'est un bon, c'est pour me dire, oui, parce que la plupart, tu comprends, il faut vraiment faire gaffe. Donc, oui, alors c'est encore une fois, c'est un mélange pour moi aussi de quelque chose, d'une vision un peu classiste des choses, c'est-à-dire que effectivement, dans les Chinatown tout autour du monde, là où mangent le plus souvent les étudiants, c'est dans les quartiers chinois. Les étudiants, ils mangent là où c'est pas cher et où on t'en a pour ton argent. Et donc, d'ailleurs, la plupart des Chinatown sont en centre-ville, parce que c'est des loyers modérés, c'est un accès simple. Et du coup, il y a des populations qui ne sont pas, qui sont populaires. Et donc, il y a tout ça qui se mélange, c'est-à-dire que c'est des restaurants abordables. Et quand c'est cheap, quand c'est abordable, t'as toujours l'impression que tu vas te faire un peu arnaquer, ou que tu vois, ils utilisent des ingrédients qui sont pas très bons. C'est inhérent. Alors que tu vas te faire arnaquer ailleurs, dans un quartier très huppé, en mangeant un truc dans une assiette, tu vas trouver ça
excellent et tu vas pas te poser le problème de l'hygiène. Donc l'hygiène, c'est vraiment lié à une image, à des stéréotypes, à une imagerie passéiste de attention, c'est des gens pas très bien, quoi. Ouais. Oui, comme on peut l'entendre pour des restaurants indiens, ou en fait c'est juste aussi peut-être la peur de l'autre, tout simplement. Oui, c'est la méconnaissance des pratiques, des cultures, et de se dire que peut-être que c'est l'appât du gain qui va les faire te donner quelque chose de moins de qualité, quoi. Oui, en fait, c'est l'accumulation de clichés, quoi. Une mauvaise hygiène, des ingrédients de mauvaise qualité, et puis aussi l'utilisation du glutamate. Ouais, ça, je voulais en parler. Ces personnes qui disent être malades, se sentir pas bien après avoir mangé chinois, ils montrent du doigt l'utilisation excessive de glutamate dans les restaurants chinois. Peut-être tu peux nous dire, peut-être les auditeurs savent pas ce qu'est le glutamate. C'est un exhausteur de goût. C'est ça. C'est glutamate de sodium ou E621. Oui, alors c'est une petite poudre blanche qu'on ajoute dans les plats pour justement rehausser le goût, les saveurs. Et donc elle existe, le monoglutamate de sodium existe de façon naturelle dans de nombreux mets. Par exemple, le fromage, par exemple, le champignon, voilà, ça existe à l'état naturel. Et donc, ce que fait cette poudre, c'est de recréer artificiellement, sous forme chimique, quelque chose qui existe, voilà, à l'état naturel. Et donc, alors, c'est très décrié, cette pratique, mais aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si effectivement elle est nocive ou pas. Il n'y a aucune étude, en tout cas, qui prouve qu'elle l'est. Enfin, j'ai cherché un peu. Écoute, si tu manges du parmesan avec beaucoup de monoglutamate de sodium naturel, je sais pas si tu vas tomber malade. Enfin, c'est possible, mais en tout cas peut-être pas à cause de cet élément-là. Donc aujourd'hui, et de la même manière, cet exhausteur de goût est utilisé de manière intensive dans les produits préparés des industries agroalimentaires pas asiatiques, c'est-à-dire voilà des produits chips, Doritos. Voilà, dans les plats préparés tout faits, etc. Et on ne dénonce jamais, enfin on dénonce autre chose sur ces plats préparés là, mais en tout cas le monoglutamate de sodium n'est pas quelque chose qui est controversé là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au restaurant chinois. On a appelé ça le syndrome du restaurant chinois. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir un mal de tête, faire une migraine quand ils mangent du monoglutamate de sodium. Donc bon, après voilà, chacun ressent ce qu'il ressent, mais en tout cas finalement scientifiquement aujourd'hui il n'y a pas de preuve que c'est une question sanitaire. Ouais, ça encore une fois, David Chang, il faut vraiment que je le rencontre cet homme, mais il rencontre des personnes avec un scientifique dans l'émission et donc ces personnes qui disent qu'ils ont mal au crâne ou qu'ils sont malades après avoir mangé du glutamate, et en fait il leur sort plein de produits transformés, donc des Doritos, etc. Et les gens disent on adore ça et tout, et il dit mais en fait les mecs, il y a plus de glutamate là-dedans qu'au restaurant chinois. Donc est-ce que voilà, mais c'est hyper bien fait parce que du coup ça démonte encore une fois le cliché voilà du syndrome-là qui est un peu peut-être imaginaire. C'est ça, c'est comme les enfants, c'est que si tu leur montres un truc des légumes verts, ils vont te dire j'ai mal au ventre avant même d'avoir goûté. C'est pinard, ça me rend malade. Et donc là on parlait des clichés, mais on disait aussi tout à l'heure que cette cuisine a été peut-être de mieux en mieux connue. Moi je me suis posé la question en tant que critique gastronomique. C'est vrai que quand j'étais arrivée sur un site sur lequel je bossais, il y avait des dossiers restaurants chinois, et c'était un peu dérangeant à lire au moment où j'étais arrivée parce que c'était effectivement c'était les introductions étaient des clichés, et je suis retournée lire ces sites et je trouve que c'est plutôt maintenant mieux écrit. On essaye de parler des différentes régions, expliquer que je trouve que les journalistes arrivent peut-être un peu mieux à avoir ce rôle-là d'informateur. Il y a la journaliste Ruth Reichl qui est des critiques au New York Times, qui explique, elle, que son prédécesseur au Times ne jurait que par des restos européens et qu'ils avaient séparé la rubrique bon marché et la rubrique sérieuse. Et quand on dit bon marché, donc c'était effectivement tous les restaurants, par exemple les restaurants chinois, et qu'elle s'était évertuée à changer ça. Et David Chang, il dit aussi dans cette émission que même le meilleur restaurant chinois de New York City, il n'aurait jamais 4 étoiles dans le New York Times à cause de la déco, du service, et parce qu'on le verra toujours à travers le prisme d'un regard blanc. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, et si vous avez peut-être des solutions pour arranger ça ou des sites à lire. Bon, il y a le tien, Grace, mais...
Alors moi je pense que oui, il y a une question de préjugés sur la cuisine chinoise. C'est-à-dire que la cuisine chinoise, elle peut être vraiment très élaborée et très raffinée. D'ailleurs, c'est la cuisine de l'empereur. D'ailleurs, il y a énormément de livres sur les cuisines de l'empereur. Enfin, en tout cas, la cuisine chinoise peut être très raffinée, mais inlassablement, moi, on me dit mais 4 hakao à ce prix-là, c'est impensable, vraiment. Alors que à côté, tu peux payer 24 € une paire de sushis, ça te dérange pas du tout. Mais alors, par contre, si tu vas payer quelque chose qui est fait à la main, avec dextérité et avec beaucoup de savoir-faire, le même prix, ça va te paraître quelque chose d'incongru. Donc ça, il y a un travail à faire à ce niveau-là sur la valeur de la cuisine chinoise. C'est quelque chose qui est ancré dans nos esprits, de se dire bah oui, c'est censé être pas cher. Moi je peux aller au buffet all you can eat là à volonté. Pour 6 € j'ai la même chose. Si tu le penses, va au buffet. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais la cuisine chinoise, c'est très divers et varié. Ce n'est pas que le buffet. Il peut y avoir des choses il y a des étoilés en France qui proposent une cuisine chinoise et avec des prix d'étoilés. Mais il faut être prêt à mettre le prix. Ben oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Eliane? Je pense que ce qui est bien, c'est que en France, en tout cas, on a aujourd'hui une meilleure connaissance des cuisines régionales et aussi des différentes spécialités. On a beaucoup de restaurants qui sont spécialisés dans les plats ou les nouilles ou les fondus, etc. Donc il y a une connaissance qui se développe, mais on considère toujours, on connaît cette cuisine bon marché. On ne connaît pas encore très bien la haute gastronomie chinoise. Et de ce point de vue-là, on a un traitement différent de, par exemple, la cuisine japonaise, qui est considérée comme très, très raffinée. Et on va avoir des restaurants japonais qui sont très, très chers. Et on n'a aucun problème avec ça. Donc c'est aussi le rôle du critique de pouvoir en parler, se renseigner pour pouvoir valoriser cette cuisine. Ouais, moi je pense que c'est le rôle du critique de traiter toutes les cuisines de manière égale. C'est-à-dire que le critique ne devrait pas aller avec des idées préconçues dans un restaurant. Il vient, il goûte et il juge à la teneur de l'assiette. Il faut vraiment se déshabiller intellectuellement pour mettre à la porte tout ce qu'on peut ramener comme images véhiculées du passé, notamment ça c'est des images qui sont héritées des colonies, qui sont héritées et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui à Paris en tout cas, parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de personnes talentueuses qui proposent leur travail que c'est important de les juger sur leur seul travail. Et je vous demande à chaque fois, en chaque fin d'émission, un conseil à nous donner. Donc, ça peut être justement un restaurant qui fait cette cuisine chinoise dont on parlait, ou un bouquin. Céline, est-ce que t'as fait tes devoirs, t'as trouvé un je vous conseille d'aller vous attabler au Mandarin de Belleville, puisque après tout, c'est ce qu'on a mangé lors de cette émission. Donc, c'est situé au 12 rue Jules Romain dans le 19e. Et vous pouvez lire en même temps que vous mangez. Donc, je vous conseille Entre les vignes, avec les vignerons nature d'Auvergne. C'est un livre signé de Guillaume Laroche, Raphaël Régnier et Ariane Oni. Parce qu'après la Bourgogne, Guillaume Laroche est allé en Auvergne à la rencontre de tous ces vignerons qui remettent ce magnifique terroir au centre de la carte des vignobles français. Moi, j'ai un petit faible pour les vins auvergnats, qui sont trop souvent méconnus. Alors, je les remercie, lui et ses deux compères, pour ses photos, ses portraits et ses interviews. Et est-ce que ces vins s'accordent bien avec la nourriture chinoise ? À essayer. À essayer. Et toi, Grace? Alors moi, je vais vous recommander le restaurant où je suis allée avec Zazie, donc il y a peu de temps, qui s'appelle les Saveurs du Sichuan, qui se trouve au 34 rue Friand, dans le 14e. Donc c'est un couple, Michel Pan et Claire Pan, qui propose une cuisine sichuanaise, bistrot, c'est-à-dire que c'est moyen de gamme, et c'est vraiment de manière, on croirait rentrer dans un bistrot français, sauf que quand on regarde bien, la déco est très fine, et dans les cadres, il y a des photos de la Chine, et leur cuisine est raffinée et méticuleuse. Donc notamment les pâtes de calamar frites au poivre de Sichuan. Donc ça, c'est ma petite marotte. Et puis, je vous recommande Vie et passion d'un gastronome chinois de Lu Wenfu, qui parle de la vie d'un gastronome chinois au temps sur 40 ans en fait, et du coup on apprend l'histoire de la Chine, en tout cas des heures sombres de la Chine, à travers les ingrédients chinois.
Ça a l'air vachement bien. Et toi, Hélène ? Alors moi, j'ai envie de vous recommander la lecture de Cuisine, marxisme et autres fantaisies, publiée aux éditions de l'Épure. Donc l'auteur, c'est Stéphane Lagorce, qui raconte son expérience comme chef dans les cuisines du Maxims à Pékin dans les années 80. C'est très drôle. Et il y a beaucoup de recettes qui sont racontées de façon très, très comique. Voilà, très agréable à lire. Merci, ça fait beaucoup de lectures. Alors moi, je vous recommande évidemment les livres de nos invités. Donc ton livre, Eliane Chung, À la table d'une famille chinoise, et le premier roman de Grace, paru chez Fayard, Jeune fille modèle, et également son blog La Petite Banane, si vous voulez trouver les bonnes adresses de restaurants chinois ou asiatiques à Paris. Et je vous recommande aussi vivement de regarder Fried Rice, l'épisode d'Ugly Delicious, ça vous l'avez compris. Je vous mets aussi toutes les autres références de livres et d'articles qui m'ont aidé à préparer l'émission sur le site de Binge Audio et sur la page Facebook de l'émission Casserole. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir des messages à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou commentaires sur iTunes. Ça permet à Casserole de se faire connaître et à notre chroniqueuse vin Céline Maguet de pouvoir acheter des bouteilles les meilleures. Je vous dis dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.